Thank you for coming this afternoon for an important conversation Bien, nous allons donc with His Majesty entamer cette dernière King Abdullah séance. II Nous allons of entendre Jordan. maintenant I'm pleased to have him here. Son He will speak Excellence to us for le a few minutes and then roi the de two of us Jordanie will have a conversation. et nous allons Pleased to entamer present dans quelques instants cette conversation. Je n'ai pas besoin de vous présenter Son Altesse le Roi. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, merci Charlie. C'est un très grand honneur que d'être parmi vous, puisque c'est la 5e fois que Rania et moi-même, nous avons l'honneur de participer au Forum de Davos, et c'est chaque fois une expérience magnifique. Et nous sommes très flattés d'être à nouveau parmi vous aujourd'hui. Chers amis, nous nous retrouvons ici à un moment historique, historique pour ma région et pour le monde entier. Car après 70 ans de conflit arabo-israélien et après 40 ans d'occupation des territoires palestiniens, il y a aujourd'hui une nouvelle attention internationale, une nouvelle volonté internationale pour mettre un terme à ce conflit qui a assez duré. Et le moment est donc venu d'opérer ce changement, de regrouper les engagements mondiaux et les ressources mondiales afin de créer une nouvelle dynamique de l'espoir dans cette région du Proche-Orient. Nous ne pouvons pas rater cette occasion. Le déni continu des droits palestiniens est une amorce pour une crise mondiale et régionale, une crise ou des crises qui existent de plus en plus fréquemment et qui ont une force de destruction de plus en plus importante. Ces dangers sont reconnus par le Global Risk Network du Forum qui estime que l'instabilité qui règne au Proche-Orient constitue un risque mondial clé. Nous devons d'intervenir. Et nous tous pouvons contribuer, nous devons contribuer à la situation. Les leaders exceptionnels que vous êtes, qui êtes réunis ici, vous pouvez faire preuve d'enseignement, d'outils, d'instruments, de stratégies de tous les secteurs importants. Et au fil des ans, ces forums ont pu jeter des ponts et nous avons créé des communications, nous avons mieux compris, nous avons pu progresser. Maintenant, il s'agit d'aller encore plus loin et d'atteindre la réussite. Les priorités que nous identifions doivent être suivies d'une action qui va engendrer une paix durable. Commençons par les nouvelles attentes, une vision du Proche-Orient d'ici 10 ans. Une possibilité. C'est une vision de la vie courante où les gens peuvent se rendre dans un magasin, peuvent aller au travail sans crainte, sans peur, où des ambulances ne doivent pas traverser des postes de contrôle pour acheminer les blessés vers un hôpital, où les jeunes peuvent fonder des familles et prévoir des carrières à long terme, où les élèves de la première primaire de l'an 2017, qu'ils soient israéliens ou palestiniens, peuvent se rappeler, une fois adultes, des belles années, des années où il n'y a pas eu de conflit. Et l'histoire nous montre que des peuples qui ont des doléances, des amertumes, peuvent se réconcilier et peuvent aller de l'avant. Cela peut également se passer au Proche-Orient. C'est une vision d'une économie régionale en développement dont les ressources et les énergies sont acheminer vers une croissance productive et non pas vers un conflit, où des partenariats transfrontaliers et des intérêts partagés vont déboucher sur de nouvelles énergies, ou des investissements dans l'éducation, la formation de nos jeunes vont permettre d'élargir toutes les possibilités, de saisir ces possibilités. L'histoire qui montre que la paix et une politique progressiste peut engendrer des miracles économiques dans cette région. C'est une possibilité pour le Proche-Orient. C'est également une vision d'Israël qui connaît la paix avec ses voisins et qui fait partie de ce paysage. L'histoire nous montre également que des adversaires de longue date
peuvent façonner et définir de nouvelles relations basées sur la paix et la coopération régionale. Et ceci peut également exister au Proche-Orient. Et c'est encore une vision d'une Palestine souveraine, viable, prospère, dont le peuple s'engage à créer un avenir de prospérité et de progrès. Dans toute l'histoire, la justice globale promet cela à son peuple. Et ceci peut exister au Proche-Orient, ceci devra exister au Proche-Orient. Construire un tel avenir exige de faire preuve de courage et d'engagement. Les États arabes l'ont justement montré en 2002 lorsque nous nous sommes unis derrière l'initiative arabe en faveur de la paix. Et cette initiative a formulé des propositions courageuses en vue d'une paix durable. 2 États, côte à côte, avec des garanties de sécurité pour Israël de la part de tous les États arabes, le retrait d'Israël des territoires arabes qui sont occupés depuis 1967 et une Palestine souveraine, viable et indépendante, ainsi qu'un règlement global et une résolution durable du conflit. Le moment est venu de saisir cet avantage, de cette ouverture sans précédent représentée par cette initiative. Pour le public israélien, je dirais, l'initiative arabe en faveur de la paix est une réalité. Travaillez avec nous sur cette initiative, car l'isolation et l'action unilatérale n'engendreront jamais l'avenir positif que vous et vos voisins souhaitent et dont vous avez besoin. Et au peuple palestinien, je dis, vous avez assez souffert. L'initiative arabe en faveur de la paix peut réaliser sa promesse, la promesse d'une indépendance durable, de la sécurité et la possibilité de saisir les occasions qui se présentent dans ce 21e siècle. Et à la communauté internationale, tout particulièrement les membres du Quatuor, je dirais, vous avez un rôle historique à jouer et une responsabilité de vous engager en faveur de cette paix. Votre détermination pour parvenir au résultat sera critique pour la réussite de cette initiative et donnera un message global concernant vos propres valeurs et votre leadership. Et à vous tous qui êtes réunis ici, je dis, nous ne pouvons pas laisser cette tâche au seul gouvernement. Une partie importante de la paix irréversible consiste à créer les fondations mêmes de la coexistence. La majorité des peuples de part et d'autre souhaitent la paix et vont aller de l'avant dès lors que le processus leur inspire confiance. Ce qui veut dire qu'il faut des résultats tangibles. Et il vaut mieux que ces résultats soient atteints rapidement. Et vous tous qui êtes dans cette salle, vous pouvez y contribuer. Le monde des affaires régionales, internationales, les ONG, d'autres groupes de la société citoyenne, nous avons besoin de vous en tant que partenaires, facilitateurs, investisseurs, financiers et visionnaires. Il existe des possibilités dans chacun des secteurs, des partenariats transfrontaliers qui permettent aux 2 parties de participer à la paix, des initiatives sur le développement et l'éducation qui sont attrayants pour les jeunes, des investissements dans le développement économique et les possibilités économiques, des projets dans la communication qui engendrent de nouveaux dialogues, des échanges de professionnels qui réunissent les experts qui vont pouvoir s'atteler à des tâches communes telles que les questions de l'eau, de la santé et de l'environnement, et le partage de l'information entre la société citoyenne et l'aide humanitaire, les services pour les enfants, etc., etc. Et un grand nombre de ces secteurs doivent s'appuyer sur le mécanisme efficace du partenariat des secteurs publics et privés. Et nous connaissons bien ce type de partenariat en Jordanie. Je sais que vous également, vous participez déjà à de telles activités dans les zones que je viens de citer. Mais je pense que nous pouvons démultiplier cet impact. Au mois de mai, la Jordanie accueillera le Forum économique mondial qui permet de réunir les leaders de la région sur les bords de la mer Morte. Et c'est pour la 4e fois que nous pouvons accueillir ce dialogue qui va façonner l'avenir de notre région.
Et à ce moment critique, j'ai proposé que les réunions de cette année discutent exclusivement de l'élaboration des structures de la paix. Nous souhaitons que les leaders du monde entier se rendent à notre habitation au bord de la mer Morte et qu'ils viennent appuyer les leaders de la région afin d'explorer toutes les possibilités, de mettre au point les stratégies, de mobiliser les ressources et d'atteindre les résultats. Et je vous donne une invitation ici à vous tous afin que vous veniez nous accompagner dans cette démarche importante. Chers amis, le défi est réel. Mais c'est parce que l'enjeu est tellement important que nous devons absolument saisir toutes les chances et toutes les possibilités pour réaliser ce projet. Dans les années à venir, le Proche-Orient doit faire face à des exigences importantes pour ce qui est de son développement, car les jeunes représentent 50% de nos populations. Et ces jeunes vont venir avec des attentes concernant leur sécurité, leur respect. Et nous ne manquons pas les moyens pour répondre à ces attentes, puisque nous avons beaucoup de compétences humaines, nous avons des bons systèmes d'éducation, nous avons beaucoup de secteurs culturels très développés et une coopération économique régionale accrue, le développement du tourisme, le nouveau secteur des infrastructures télécommunications, tout cela est réalisable. Et je suis surtout fier de voir que la Jordanie a déjà saisi cette occasion pour les développer. Et ces initiatives ont constitué une priorité pour la Jordanie depuis 8 ans. Nous avons déjà marqué beaucoup de réussite. Et tout ceci peut nous inspirer confiance pour l'avenir de ce Proche-Orient. Et cela est vital pour l'ensemble du système global dans lequel notre région a un rôle aussi important à jouer. Mais notre région ne peut pas aller de l'avant sans que nous ne pensions nos blessures. Il faut tout d'abord que nous parvenions à la paix. Eh bien, chers amis, le thème, le sujet de ce forum annuel, c'est le déplacement de l'axe du pouvoir. Et lorsque nous façonnons ces événements et nous voyons ces changements, ce ne sont pas que des défis qui se présentent. Nous avons des choix. Nous avons la possibilité de changer cette équation, que ce soit la guerre ou la paix, la pauvreté ou la prospérité, selon ce que nous décidons d'entreprendre ensemble. Le moment n'est pas venu d'isoler les bonnes idées et de les confiner aux seuls professionnels. Nous ne pouvons pas non plus accepter qu'il y ait des murs qui se dressent entre les peuples ou entre des foi ou des religions. Ici à Davos, au mois de mai, au bord de la mer Morte, nous pouvons imaginer un autre avenir. Et ensuite, nous pouvons tout mettre en œuvre pour que cette vision se concrétise. Le mouvement est réel. Et j'insiste, je vous invite à faire partie de ce mouvement afin de réaliser la promesse de ceux qui ont vraiment besoin de ce nouvel avenir, afin que cet avenir soit meilleur pour eux et pour nous. Merci de votre attention. Thank you. Thank you. Thank you, Your Majesty. Let me begin by... Merci, Majesté. Permettez-moi de commencer en parlant brièvement de risques. Vous avez parlé du risque de guerre civile dans la région, en Irak, au Liban, en Israël et en Palestine même. Il semblerait que vous disiez, en parlant de cette initiative et d'autres initiatives, que le début du risque doit être assumé dans la région. Que doivent faire ceux de la région qui ont le plus à perdre? Qu'est-ce qu'ils doivent faire qu'ils n'ont pas fait par le passé? Personne dans la région de risque n'a rien à perdre. En fait, nous avons déjà vécu tout ceci, mais je pense que c'est la dernière des possibilités qui s'offre à nous.
Physiquement, je reprends le cœur du problème, le problème Israël-Palestine. C'est ce problème qui touche les cœurs dans le Moyen-Orient et au-delà. Parfois, mon problème vis-à-vis de auditeurs américains, pour des raisons évidentes, leur fixation va sur l'Irak. Vous ne pouvez pas fixer l'Irak, mais si vous ne tenez pas compte du problème Israël et Palestine, vous n'aurez jamais de paix dans le Moyen-Orient. Aujourd'hui, nous risquons de tout perdre et pour toujours. Je crois que le sablier s'épuise. Combien de mois encore pouvons-nous maintenir physiquement ce problème Israël-Palestine et de maintenir une solution de deux États? Géographiquement, cet avenir se réduit année après année comme peau de chagrin. Si d'ici à 6 mois, il n'y a plus d'État palestinien, est-ce que nous condamnerons les Israéliens, les Palestiniens, les Israéliens ou les Arabes à 2 décennies de violence supplémentaire? Personne ne peut se le permettre, ni les États-Unis, ni l'Europe, ni l'Ouest. Nous paierons tous le prix pour avoir raté une dernière occasion. Et le défi est là, l'opinion publique. Le problème que nous avons, c'est la majorité silencieuse qui, dès cet été, a ressenti que la seule façon de retenir l'attention, c'est d'opter en faveur d'une pensée radicale. Cet été ici, qu'on le veuille ou non, dans Israël dans une certaine mesure, et que l'Hezbollah a gagné. Car personne n'a pris les modérés au sérieux. Nous avons aujourd'hui une occasion. Les radicaux ne sont plus dans la position de force qu'était la leur cet été. Leur position s'est abaissée. Nous n'avons pas été en mesure, nous, de lancer un processus permettant d'aller de l'avant, disons, aux Israéliens et aux Palestiniens. Permettez-moi de vous interrompre. Que dites-vous aux Israéliens? Quels risques doivent-ils assumer? Et que doivent-ils comprendre, à votre avis? Et comme on le voit, les modérés. Tout dépend de leur sentiment de ce qu'ils ont à perdre. Un grand nombre d'Israéliens pensent pourquoi donner un avenir aux Palestiniens, mais la plupart des Palestiniens souhaitent être intégrés dans un voisinage composé par le Maroc jusqu'à Oman, sur l'océan Indien. C'est ça le prix. Et le prix, c'est l'avenir des Palestiniens. Et je crois que c'est ça, le prix. Risquer l'avenir et devenir une partie intégrante du Moyen-Orient. Voilà le prix que le public israélien doit payer. Et de quoi a besoin leur sécurité? Écoutez, nous en avons parlé souvent. Chaque fois que vous lancez un processus, de part et d'autre, et nous qui avons été les acteurs dans ce problème, les Arabes et les Israéliens, savons que dès que vous lancez un processus de paix, il y a ceux en Israël et dans le monde arabe qui vont essayer de susciter la violence et les pertes de vie. Mais est-ce que nous voulons être les otages de ces gens-là? Si nous continuons à nous inquiéter, bon, c'est bien sûr, il faut prendre la sécurité au sérieux, mais dire que nous allons lancer un processus sans perte de vie, c'est impossible. Mais toute perte de vie pendant de si nombreuses années, est-ce que ces pertes de vie seront en vain? Il faut assumer ces risques. Et que l'obstacle entre la distinction entre l'Hamas, le Fatah et les facteurs au sein de la communauté palestinienne, c'est un problème. C'est un problème qui nous concerne tous. Car alors que nous avons une dernière possibilité d'aller de l'avant, nous avons les Arabes qui collaborent pour essayer de créer une possibilité pour la société palestinienne. Nous comprenons tous que c'est la dernière chance. Nous nous trouvons à un stade où la société palestinienne est tellement divisée qu'il nous faut un leadership de leur part. Je pense personnellement que quoi qu'il se passe dans les mois à venir, si nous pouvons lancer ce processus, eh bien, il va falloir l'expliquer aux Palestiniens, aux Israéliens. Voulez-vous une stabilité à l'avenir ou voulez-vous vous condamner à des années et des années de violence? Si vous lancez le processus, qui participe? Bien sûr, les Israéliens et les Palestiniens. Bien sûr, il existe des problèmes, des arguments. On dira, est-ce que la Hamas pense à certains problèmes qu'il va falloir régler sur la voie de la paix? Je ne pense pas qu'il faille permettre aux politiciens de dicter l'avenir de ce problème important. Je crois qu'il faut s'adresser au peuple, aux Israéliens, aux Palestiniens, si nous créons un mécanisme dans le cadre où l'on peut voir une issue. Si vous avez un avenir, eh bien, les Palestiniens, voulez-vous cela ou pas?
Sinon, si c'est non, ne nous reprochez pas. Voilà la décision que les Palestiniens et les Israéliens devront prendre. Est-ce que, lors des élections, on peut entrevoir une solution de 2 États constituée par les voisins de la communauté? Les choses ont un peu changé. Tout dépend de quel côté vous vous placez. Certains estiment que cela suffit, d'autres pas. C'est le pouvoir pour le peuple. Que voulez-vous? Voulez-vous un futur de stabilité? Voulez-vous votre propre État? C'est de cela qu'il est question. Nous parlons d'un État viable, indépendant, palestinien dans un proche avenir. Si c'est ça que vous voulez, eh bien, il va falloir que vous le fassiez savoir. Il va falloir que vous votiez dans ce sens. Vous avez discuté avec Condoleezza Rice. Vous êtes entretenu par téléphone. Quel est le rôle des États-Unis? Et qu'est-ce que les États-Unis sont prêts à faire? Eh bien, le rôle des États-Unis consiste à réunir les 2 parties. Et j'espère être suffisamment clair avec les 2 partenaires en ce sens que la paix, c'est ça que nous voulons. Je pense que le président est en faveur d'une solution de 2 États, qu'il veut trouver une fin à cette crise dès que possible. Il est déterminé d'aller de l'avant. Il n'y a aucun doute à ce qu'il s'est engagé en faveur d'une solution de 2 États. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que les États-Unis doivent faire? De façon à rendre ceci plus possible, de façon à réunir les voisins arabes en tant qu'encouragement pour en faire davantage. Les États-Unis ne sont pas seuls. Il y a la collectivité internationale, une réunion prévue à Washington le mois prochain dans ce contexte. Les Israéliens et les États-Unis prenaient l'initiative arabe qui garantit ce que Israël souhaite de la part des Arabes à l'avenir. C'est un prix à payer pour le peuple israélien. Nous travaillons avec le Quatuor pour démontrer le sérieux de l'initiative arabe et ce que cela peut donner pour l'avenir d'Israël. Je suppose que le Dr Rice reviendra dans notre région et lorsque nous lancerons le processus, il va falloir nous lever et dire que nous sommes tous considérés comme des partenaires sérieux. Quand vous parlez d'un processus, quel est le laps de temps prévu? Je ne veux pas parler de facteur temps. Il va falloir voir ce qui peut être un résultat positif à la suite de la réunion du Quatuor au mois de février à Washington. Le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État reviendra dans la région, je pense, et j'espère qu'il y aura une possibilité pour le président Ahmad Abbas de se rencontrer. N'est-ce pas une priorité plus grande aujourd'hui pour les États-Unis que par le passé? Le problème, pour des raisons internes et en raison des engagements de troupes, l'accent est mis sur l'Irak. Et lorsque vous parlez au public américain, la plupart ne voient pas l'importance du problème Israël-Palestine. Le problème pour nous, c'est de mettre les choses dans leur contexte. Le président le comprend, je crois, mais il va falloir expliquer également au public. Si vous réglez l'Irak, oui, bien sûr, cela facilitera les choses pour le Moyen-Orient, mais vous n'aurez jamais la stabilité voulue avant de régler le problème Israël-Palestine. Et c'est là le problème que nous avons. Je passe en Irak. Vous êtes directement concerné pour un certain nombre de raisons. Donc, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui, en raison du conflit qui existe et l'augmentation du fossé sectaire, comment est-ce que vous le voyez? Laissez-moi revenir en arrière. Il y a 3 régions, en fait, qui sont concernées, comme je disais tout à l'heure, et je ne les cite pas en ordre d'importance. Mais à moins que nous, en tant que communauté internationale, nous intervenions, puisque bon, il y a le conflit entre Israël et Palestine, et ensuite il y a une autre question, malheureusement le Premier ministre Mississippi n'a pas pu être parmi nous, et ensuite il y a la violence qui existe également en Irak. Tout cela, chacune de ces questions est extrêmement importante, et aujourd'hui, lorsque je regarde ces différentes situations, je pense que le problème de la Palestine est le plus important, ensuite il y aura
en Irak. Personne ne croit en ce conflit entre les chiites et les sunnites. C'est une simplification dangereuse. Cela se fait parce qu'on utilise, on déforme la politique pour essayer de créer un conflit général, un conflit religieux à l'intérieur de l'islam. Et si un tel conflit va commencer, il ne va pas être confiné en Irak, ça ira de Beyrouth jusqu'à Bombay. En fait, pendant 5 siècles, il n'y a jamais eu de tel conflit, même pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak. Alors, on a certes, il y a des questions territoriales et ensuite, il y a d'autres enjeux et c'est devenu une question de nation. C'était les Irakiens contre les Iraniens. Mais à aucun moment, on a invoqué la cause religieuse, puisque ça, c'était un peu la boîte de Pandore. Mais malheureusement, cette question des chiites et des sunnites a été lancée par les leaders de la coalition civile au moment où ils sont arrivés en Irak. Et c'est ainsi que ce processus a commencé. Mais ça, c'est vraiment un feu qui risque de s'embraser et qui risque d'embraser l'ensemble de cette région et il y aura un impact sur l'ensemble de la société mondiale. L'Iran d'aujourd'hui, est-ce que vous voyez cela comme une influence positive ou négative pour la région? Je parle dans la contribution des solutions aux solutions. L'Irak, le Liban. Il est évident que l'Iran joue un rôle important au Proche-Orient. Et parfois, il est difficile de le comprendre, mais l'Iran est derrière le conflit entre Israël et la Palestine par le biais du Hamas. Par conséquent, c'est un acteur régional dont il faut tenir compte. Et il faut absolument leur parler, il faut les écouter. Car ils participent à tous ces problèmes. Il me semble qu'au cours des dernières semaines, la nouvelle politique américaine avait l'air de repousser un petit peu la question de l'Iran. Est-ce que cela est nécessaire avant de négocier? Mais si vous regardez un pays qui a des engagements politiques tels que celui-là, je ne pense pas qu'il y ait un conflit entre l'Iran et le monde international. Ce problème a été trop monté en épingle. Je pense que si nous arrivons à résoudre le conflit entre la Palestine et Israël, à ce moment-là, l'Iran pourra également venir à la table de négociation. Il en va de même pour le Liban. Donc, commençons tout d'abord par nous attaquer aux problèmes de fond et ensuite le dialogue avec l'Iran va suivre. Est-ce que l'on parle moins de démocratie dans cette région aujourd'hui en raison de la situation en Irak? Et la ministre, lorsqu'elle était en Égypte, a parlé d'un allié stratégique. Ce n'est pas du tout le même vocabulaire qu'elle utilisait l'année dernière. Si l'on parle de démocratie ou de réforme, à ce moment-là, il est évident que toute société peut évoluer plus rapidement lorsque la société s'est stabilisée et qu'il n'y a plus de bombes et de fusées. Mais lorsque l'on compare la situation d'aujourd'hui à celle d'il y a 2 ou 3 ans, on constate qu'il y a davantage de conflits dans la région. Il faut absolument stabiliser afin de pouvoir aller de l'avant avec le processus par le biais de la démocratisation. Et ensuite, nous allons pouvoir nous attaquer aux problèmes de fond. Pour moi, le conflit entre Israël et la Palestine est le problème de fond, mais parfois on l'utilise comme prétexte également. Et avant de pouvoir régler celui-là, il est difficile de s'attaquer aux autres problèmes. On ne peut pas le faire en même temps. On pourrait, mais il faut tout d'abord que la solution entre Israël et la Palestine progresse et ensuite on peut aller de l'avant sur les autres plans. Mais je ne vois pas cela. Aujourd'hui, dans la région, on ne voit plus l'engagement de l'Occident et des autres pays dans la solution entre le conflit israélo-palestinien. Alors, où est la pression exercée par l'Occident sur cette situation? Certes, sous l'influence des États-Unis, il y aura une influence directe sur la politique israélienne. Mais vous pensez que la capacité américaine d'effectuer un changement est amoindrie parce qu'elle
less able to influence events. est moins because of apte its donc experience d'influencer in Iraq les and its événements en raison reputation de in l'expérience Jordan. faite en Irak et de sa Our réputation en reputation is Jordanie. decreased in terms of public opinion Notre polls. réputation People who support the d'Américains United States. Your reputation, est if it flétrie has gone down, selon as les you're sondages en saying, tout cas. is because Si, you comme polls vous dites, say, votre well, réputation if the polls say the reputation in the United States has est gone moins down, bonne it's aujourd'hui, because ce you're sont not les tackling sondages the qui le major disent, issue. c'est parce que justement vous ne vous attaquez pas aux problèmes de fond. Nobody in the Middle East, and Personne as we start this au launching of this Proche-Orient et new au Moyen-Orient, process, et which I hope lorsque will work, en ce moment où nous lançons ce nouveau processus, il y a un grand nombre de pays qui disent, mais enfin, est-ce que les États-Unis sont derrière ce projet? Est-ce que c'est simplement l'occasion de refaire une photo où on se serre les mains? Nous savons très bien que nous allons rester dans cette région. Et je crois, pour ma part, que l'engagement américain est sérieux. J'ai discuté. Et c'est vrai que moi, ma réputation, elle est également en jeu, car le président m'a confirmé son engagement. Et si ce n'est pas le cas, on ne fera plus jamais confiance aux États-Unis dans cette région. Bon, il nous reste très peu de temps, mais si cette dernière augmentation des troupes qui sont envoyées dans la région, le vice-président de l'Irak était parmi nous, il disait que l'invasion de 2003 était une décision imbécile, ce sont ses termes. Mais il disait aussi qu'il appuyait l'augmentation des troupes américaines en Irak. Alors est-ce qu'il y a un appui chez vous également pour l'augmentation de ces troupes pour parvenir à cette stabilisation indispensable de Bagdad? Je pense que l'on comprend les raisons derrière cette augmentation des troupes. Et les discussions qui se sont déroulées entre M. Malakid et M. Bush et moi-même, le président Bush est venu pour écouter. Aujourd'hui, le gouvernement irakien et les Américains proposent un plan dont l'augmentation des troupes fait partie. Mais il faut qu'il y ait des limites, car on ne peut pas continuer sans fin dans cette situation. Et je disais au président, nous allons appuyer les plans en faveur de stabilité, mais nous devons absolument vérifier. Si cela ne fonctionne toujours pas d'ici 6 mois, alors il faut arrêter. Donc nous allons, pour le moment, nous allons certainement appuyer ces plans, nous allons contribuer à créer la stabilité en Irak, mais si le gouvernement ne peut pas jouer son rôle, à ce moment-là, nous devons simplement trouver d'autres solutions. Si les Américains se retirent, qu'est-ce qui se passe? Bon, manifestement, il y aura beaucoup d'instabilité dans la région. Une guerre civile qui peut constituer une menace pour votre régime. Une guerre civile, elle n'est jamais très loin en Irak. Et si elle évolue, ou effectivement c'est une civile guerre, une guerre civile sur grande échelle, eh bien il y aura d'autres pays dans la région qui seront attirés dans ce conflit. Alors, est-ce que nous sommes très proches de ce danger? Je reviens sur les 3 problèmes qui existent dans la région. Et je répète, la Palestine, le Liban et l'Irak, c'est dans cet ordre que cela se passe. Je pense qu'en Irak, la situation évolue lentement. Mais le soutien que peuvent apporter les pays arabes, la communauté internationale, le dialogue qui se déroule entre nous et l'Iran, par exemple, est tout aussi important pour l'Irak. Et à ce moment-là, nous pouvons peut-être influencer également un petit peu l'évolution en Irak. Une toute dernière question, si vous me le permettez. Vous avez parlé de l'initiative arabe. Il y a la conférence de Beyrouth avec tous les résultats positifs. Est-ce qu'il est nécessaire de réorganiser une telle conférence dans la région où les mêmes pays vont participer afin de définir cette mission? Eh bien, tous les pays l'ont signé en 2002, donc rien n'a changé. S'il y a effectivement une véritable volonté à relancer ce processus avec l'appui des Américains, mais je pense qu'à ce moment-là, le monde arabe va l'applaudir. Mais nous avons besoin de voir tout d'abord une action concrète. Nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation où on continue à parler. La feuille de route, c'est un excellent mécanisme, mais si nous disons phase 1, 2, 3, etc., sans fin, non. Aujourd'hui, les règles ont changé. Il faut que tout soit très clair. Il faut que les Palestiniens, les Israéliens et les pays arabes comprennent très clairement que si le processus est lancé, nous attendons des résultats dans un délai très court, car autrement, nous l'aurons. Voilà. Il y a peu de temps et le risque est très élevé. Merci beaucoup.